Bonjour et bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast pour changer de regard sur le leadership et développer l'attitude capitaine. Avant de commencer, j'aimerais vous partager une nouvelle en avant-première. Je m'apprête en effet à lancer un nouveau produit. C'est un bilan de motivation en ligne pour sortir du brouillard, changer de cap et redevenir capitaine de sa vie. 3 objectifs. Retrouver l'enthousiasme et l'énergie, identifier ses motivations profondes et puis accorder sa vie pro autour de sa vie perso. Alors pour ce faire, je vous ai préparé des contenus audio pour vous donner des clés de compréhension, des exercices concrets pour apprendre par l'action, un carnet de bord pour consigner vos réflexions et puis un accès à de multiples sources d'inspiration. Si ça vous intéresse, je vous invite à visiter le site www.lescapitaines.com pour plus d'informations et à vous inscrire pour être tenu informé de sa parution. Mais tout de suite, place à notre épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent François, un ancien négociateur du GIGN qui sait garder son sang-froid. Vincent intervient aujourd'hui dans les organisations pour former salariés et dirigeants à la négociation. Mais pour suivre cet épisode, pas besoin d'être diplomate ou commercial, car au-delà de la négo, nous allons parler d'un enjeu central, celui de savoir adapter sa communication en fonction de la situation. Nous communiquons tous et toujours, au boulot, en amitié, comme en amour. Comme l'eau, la communication s'infiltre partout et c'est une compétence essentielle dans nos vies de tous les jours. Alors c'est parti pour une heure d'échange avec Vincent pour comprendre comment maîtriser l'art de communiquer efficacement. Bonjour Vincent. Bonjour, merci pour cette introduction. Je t'en prie, bienvenue à toi. Ça fait un petit moment qu'on a échangé. Puisqu'on va parler communication, Vincent, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu es familier avec le terme de prosodie? La prosodie, effectivement, est quelque chose qui va être très important, surtout pour les négociateurs, et notamment pour les négociateurs du GIGN, puisque majoritairement, les négociations sont par téléphone. Du coup, nous enlevons toute la communication visuelle et nous allons nous attacher énormément d'importance à notre façon de parler, mais à la façon de parler également de l'autre. Alors la prosodie, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une sorte, tu me corriges hein, si tu as un autre point de vue, une sorte d'empreinte vocale qu'on peut avoir, un peu à la sorte d'empreinte digitale, voilà, qui nous est personnelle, qui entremêle à la fois le volume, le débit et puis nos inflexions de voix, ce qui nous donne cette musique. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'ai remarqué à travers nos échanges que tu avais une prosodie très confortable, très envoûtante, presque hypnotisante. Alors, tu n'es pas là pour nous hypnotiser aujourd'hui, mais peut-être plus pour nous éveiller. Mais voilà, je voulais te faire ce retour. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est ta prosodie naturelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as été amené, toi, à travailler dans le cadre de tes fonctions, ou c'est vraiment ta manière innée de parler? Alors, dans la prosodie, comme tu l'as dit, il y a des choses innées, comme le timbre. Le timbre de la voix, c'est quelque chose qui est inné. Tu as beaucoup de mal à travailler le timbre de ta voix. Par contre, il y a des éléments dans la prosodie, c'est le volume, le débit, le rythme sur lequel je vais pouvoir parler ou certaines inflexions, le ton. Eh bien, ça se travaille. Ça se travaille pour pouvoir justement dégager éventuellement du calme et de la sérénité. Et désormais, je dirais que je suis devenu inconscient compétent. Je ne sais pas que je sais faire et c'est totalement intégré, comme quand vous apprenez à conduire. Maintenant, je ne réfléchis plus, mais la façon de parler, je l'ai totalement intégré au fil de mes expériences professionnelles. Donc, je ne me rends plus compte, en fait, que je peux avoir ce ton rassurant et sécurisant. Très bien. Bon, bah voilà, premier petit conseil pour celles et ceux qui nous écoutent, en tout cas, prêtez attention à votre prosodie, voir si elle est adaptée à votre intention. En parlant d'intention, j'aime bien toujours planter en début d'épisode aussi une intention Mm. qui rend plus confortable pour les auditeurs, auditrices et puis pour l'invité et moi-même. Ce serait que voilà, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, indépendamment de son statut, qu'on soit manager ou pas, leader ou pas, Mm. quel que soit notre rôle, notre fonction, notre métier, puisque je l'ai dit en introduction, la communication nous concerne tous, la négociation nous concerne tous aussi, puisqu'on a Mm. cette idée aussi que ça ne concerne peut-être que les commerciaux, pardon, mais voilà, finalement, on négocie tous avec des idées parfois divergentes.
Donc, ce serait peut-être que nos auditeurs auditrices repartent avec un maximum d'astuces concrètes Mhm. qu'elles peuvent mettre en œuvre dans leur vie du quotidien pour mieux maîtriser sa communication. Alors, je précise aussi pour ceux qui me découvrent que c'est aussi mon métier, hein. Je suis formateur dans ce domaine, dans un contexte managériel et de vente depuis une quinzaine d'années. Donc, ça va être une discussion un peu entre confrères et entre passionnés, en tout cas, sur ce thème-là. Peut-être pour commencer, j'ai précisé que tu es un ex-négociateur du GIGN. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, les grandes étapes de ton parcours, ton expérience? Alors, mon parcours a été un parcours au démarrage relativement classique, avec un bac plus 2, et puis ensuite le service militaire, qui à l'époque, pour moi, était obligatoire. Je l'ai fait en gendarmerie, et là, j'ai eu cette révélation qu'il fallait que je rentre en gendarmerie pour faire des enquêtes initialement. J'ai passé le concours pour être sous-officier. Je suis rentré en gendarmerie, et puis ensuite, je me suis, je suis arrivé à Versailles-Satory et j'ai vu le GIGN s'entraîner. Là, je dis, je veux rentrer au GIGN. Voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de venir au GIGN. J'ai passé le concours, j'ai réussi le concours, et puis après la formation, eh bien, j'ai souhaité avoir la spécialité de négociateur. Voilà, voilà comment je suis arrivé à négociateur au GIGN. J'ai exercé plus de 10 ans à Versailles, avec notamment donc la qualification de négociateur. Et ensuite, j'ai quitté la gendarmerie pour créer mon entreprise. J'ai été seul pendant 12 ans où j'ai fait des formations et des conférences au profit des entreprises. Et depuis un an désormais, j'ai créé une nouvelle société avec un associé qui est également un ancien négociateur du GIGN qui s'appelle Section N, où nous mixons négociation et performance collective. Voilà. Donc, depuis un an, j'ai une nouvelle société, Section N, avec un associé. Ok, c'est quoi le site comme ça pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus? Section-n.com. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de démissionner? Qu'est-ce qui fait que, voilà, après 10 ans, tu t'es dit, c'est bon? Alors, euh, une double motivation. Et en préambule, je souhaite dire qu'il y a une date de péremption programmée pour les membres du GIGN. En tout cas, à Versailles, il y a une limite d'âge qui, à mon époque, était de 45 ans. Donc, lorsque nous sommes sous-officiers et opérateurs, nous savons qu'à 45 ans, la vie professionnelle au GIGN était terminée. Désormais, il y a eu une augmentation de la limite d'âge. Donc, nous savons en intégrant qu'il y aura une deuxième vie professionnelle. Moi, je suis Mhm. parti à 40 ans. Euh, Comme je le dis, pour des raisons familiales, parce que ma femme avait eu une mutation en province, d'une part, et donc ça a accéléré mon départ, mais de toute façon, j'avais l'envie d'avoir une vraie deuxième vie professionnelle, un vrai nouveau challenge. Et donc, ben, j'ai mixé intérêt personnel et intérêt familial, et comme bah, ma vie m'a emmené sur Nantes, j'ai créé ma société, et du coup, je n'avais pas de contraintes géographiques pour travailler, puisque ben, je travaille dans toute la France. Très bien. Donc, ces deux leviers motivationnels se sont rejoints et, eh bien, ça a fonctionné. Donc, je suis encore là. Ok. Qu'on comprenne quel type de négociation particulière tu as eu à mener, qu'on ait un ou deux exemples peut-être en tête, voilà, pour comprendre le contexte auquel tu devais faire face. Alors, la négociation la plus médiatique, eh bien, ça va être le temps de mon exercice, la négociation du Ponant en 2008, 30 otages au large de la Somalie, une semaine de négociation avec les pirates somaliens pour le compte de la CMA-CGM pour libérer 30 otages. Et puis après, d'autres négociations beaucoup plus discrètes, comme des enlèvements de Français à l'étranger, à Haïti, également dans d'autres pays d'Afrique. Et puis quelque chose de plus classique et sur notre territoire, des personnes qui se retranchent seules avec une démarche suicidaire, des enlèvements, ou également en France, des extorsions de fonds. Voilà, tout ce type de mission où nous avons un rôle à jouer très important au niveau de la mission en tant que négociateur pour amener une évaluation et faciliter la résolution. Ok, très bien, c'est très clair. Donc, effectivement, oui, des contextes où la pression, hein, puisqu'on Mm. parle de vie à sauver en général, est très forte. Donc,
notre contexte actuel nous amène peut-être pas à des situations aussi extrêmes, mais en tout cas à vivre la pression et à communiquer dans des contextes sensibles. Donc on va voir ce qui se cache, voilà, quels sont les leviers et qu'est-ce qu'on peut bien maîtriser. Peut-être ma question, elle serait très générale. D'abord, c'est de savoir pour toi qu'est-ce que ce seraient les enjeux d'une bonne communication. Quelqu'un qui maîtriserait bien sa communication, ça passerait par quoi? La capacité d'adaptation à son interlocuteur. Donc, pour moi, ça induit en préambule une bonne écoute. Une bonne écoute, une bonne observation. Parce que je peux très bien être un excellent orateur, mais si mon discours est inadapté à la personne qui est en face de moi, je vais taper à côté. Donc, du coup, bien ciblé. Si j'ai le temps de préparer, c'est à qui j'ai affaire, quel est son milieu socio-professionnel, comment je peux m'adapter à cette personne. Alors, c'est une démarche de négociateur, c'est à moi de faire l'effort de, mais ça devrait être de tout communicant, Mm. s'adapter à sa cible. Donc, avoir une écoute et une observation initiale très importante. Et pour moi, un bon communicant, sa première qualité, ça va être déjà d'être un bon écoute. Mm. Donc, savoir écouter, que ce soit communicant ou négociateur, c'est une qualité de prérequis qui est nécessaire, vitale. Alors, ça se travaille, certains ont ça. Et ensuite, savoir parler juste et parler authentique ou incarner le message. Donc, parler peu et juste. Oui, ça c'est un cliché la peau dure, c'est que le bon communicant, il est éloquent, il fait des grandes phrases, etc. Il y a peut-être un peu à s'inspirer aussi de l'approche peut-être plus orientale, chinoise presque, où le sage, il va juste dire la bonne phrase très courte, hein. On dit que une bonne phrase se dit dans un seul soupir. Donc, moins égale plus en termes de communication. Euh, Ma question, on va revenir après sur cette notion d'écoute, mais tu as mentionné un enjeu qui me paraît crucial, qui est un de mes chevaux de bataille, qui est celui de la préparation. Dans une semaine normale, quand tu dois préparer tes rendez-vous, que ce soit des rendez-vous commerciaux, ou comment tu te prépares à un entretien pour préparer ton intention? Comment tu t'y prends, toi? Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que tu le fais mentalement? Et puis, quels sont les éléments peut-être que tu prépares pour être dans les meilleures dispositions en amont? Alors, si c'est un rendez-vous commercial ou de préparation, eh bien, effectivement, je vais regarder, je vais prendre, si c'est à faible enjeu, eh bien, je vais prendre 15-20 minutes avant l'entretien, de telle sorte à pouvoir, effectivement, relire le mail, le cheminement, qu'est-ce qui fait que nous en sommes là aujourd'hui, et puis, quel est l'objectif de l'entretien. En fonction de l'objectif, je vais déterminer une stratégie. C'est-à-dire que dans un premier temps, si c'est par exemple pour une conférence, un rendez-vous préparatoire de conférence, eh bien, je vais devoir recueillir dans un premier temps un maximum d'informations pour connaître l'objectif du prescripteur, pour ensuite pouvoir poser les bonnes questions à cette personne. Si elle n'a pas encore les réponses, je vais lui poser les questions pour obtenir ces réponses et faire naître les réponses en elle. Donc, ça va être déterminer le contexte, l'objectif et l'intention du rendez-vous. En fonction de ça, eh bien, je vais préparer des questions ou au moins mettre des points à atteindre de telle sorte à poser les bonnes questions. Je n'écris plus les questions désormais parce que j'ai tellement l'habitude de poser des questions que ça vient naturellement. Quand nous n'avons pas l'habitude, écrire des questions ouvertes, préparer ces questions ouvertes, c'est quelque chose d'important puisque elles sont plus complexes et ne viennent pas naturellement, sans entraînement. Donc, du coup, anticiper en préparant. Il y a une chose que je peux préparer comme dans toute négociation, c'est définir le cadre de l'entretien s'il n'y a personne pour le définir. Ce Hmm. qui va permettre de définir les enjeux et l'objectif de l'entretien pour que ça soit le plus constructif possible. Ouais, en tout cas, dans un premier temps, quand c'est pas une habitude de passer par l'écrit, c'est Mm. aussi voilà. Surtout si on le fait collectivement aussi, ou si on est plusieurs, Oui. voilà, ça permet un bon alignement, une bonne danse de communication aussi pendant l'entretien. J'aime bien aussi commencer par partager cette intention et ces objectifs verbalement, déjà pour m'assurer qu'ils sont clairs avec les parties prenantes de cet Mm. entretien, et de demander aussi de l'autre côté, c'est la première question que je pose.
voilà avec quelle intention je viens. Donc ça montre aussi un souci de transparence et d'authenticité. Il y a pas d'objectif caché. Mm. Et de poser la question aussi, et vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous ferait dire à la fin que cet entretien était un bon entretien? Parce que même si on est en situation de vente, Mm. c'est peut-être pas l'objectif premier de signer le contrat, mais peut-être de clarifier certaines choses. Donc, j'aime bien cette phrase quand tu dis je me fixe un objectif et je définis la stratégie en fonction de cet objectif. Et puis, ça permet de bien cadrer le temps aussi, puisque c'est un enjeu. Complètement. Complètement. Et pour la vente, pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, la vente ou la concrétisation de la signature de l'accord, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. C'est-à-dire que si effectivement le client qui me sollicite détermine un besoin que je sais y répondre au mieux, naturellement, eh bien, ça va se finaliser par la signature et la vente. Donc pour moi, la vente est juste enfin, la signature ou le bon de commande émis est juste une conséquence de ce qu'on aura fait avant. Et si ça ne se fait pas, ben, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Et du coup, ben, c'est normal que ça ne se fasse pas. Hmm. Alors, tu disais que tout à l'heure qu'un enjeu majeur, que presque l'enjeu majeur de la communication, c'est de s'adapter à son interlocuteur et de s'adapter à la situation. Euh, Quelles sont les grilles les outils, les grilles de lecture que tu utilises pour profiler, j'allais dire, ton interlocuteur ou avoir des repères pour savoir comment t'adapter? Voilà, est-ce qu'il y a des outils, des choses que tu utilises qui te donnent des repères pour, in situ, aller un peu plus vite dans cette analyse de cette adaptation? Donc il y a plein d'outils désormais existants, en partant du MBTI, le disque, plein de choses comme ça qui existent. Soit j'ai la capacité à profiler la personne auparavant en allant sur les réseaux sociaux, etc. Soit je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps ou alors c'est pas utile. Et là, il va falloir que je m'adapte en live à la personne, simplement en l'écoutant et en voyant ce qui est important pour elle, et en lui posant les bonnes questions et en voyant, en découvrant son cadre de référence. Bien sûr, la PNL est un outil de base, je dirais, dans la synchronisation, mais sans rentrer dans le détail de est-ce qu'il est visuel, est-ce qu'il est auditif ou kinesthésique, simplement en s'adaptant à son rythme et à son cadre de référence, ça va me permettre déjà de me synchroniser naturellement. Donc, quand on dit Donc, synchroniser, on parlait de prosodie tout à l'heure, c'est peut-être de oui, régler le débit sur le débit de la personne, des choses qu'on fait peut-être aussi naturellement sans s'en rendre compte, oui. mais qu'il est bien de garder à l'esprit. Quand tu parles de cadre de référence, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, ça va être aussi ses valeurs. Ses valeurs, son cadre, alors ce que j'appelle moi le métacadre dans lequel il existe, c'est-à-dire est-ce qu'il est indépendant, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est patron d'une PME, ça c'est le métacadre dans lequel il est. Donc en fonction du métacadre dans lequel il exerce, eh bien je sais que s'il est directeur commercial d'une très grande société du CAC 40, au-dessus il va y avoir des personnes qui vont décider. Il a un pouvoir de décision mais qui est restreint. Un patron de PME, même une très belle PME ou une ETI, eh bien, c'est lui qui va avoir les leviers décisionnels. Donc, il a un mode de fonctionnement plus engagé parce que c'est sa responsabilité, c'est son entreprise, c'est lui qui pilote, c'est lui le capitaine du bateau. Donc, on va avoir un autre type de discours, une autre approche que par rapport à un directeur commercial. Donc, ce métacadre aussi, ça c'est dans la préparation, va nous permettre de nous adapter en fonction de son niveau décisionnel et puis de sa place et de son rôle. Ouais, c'est une sorte, enfin, on approche le mot un peu d'empathie. Il y a deux typologies, deux grandes sortes d'empathie. Il y a l'empathie cognitive, c'est-à-dire je comprends ce que tu peux vivre, tes enjeux, je comprends ton Mmh. cadre, etc. Mais c'est au niveau intellectuel. Et puis l'empathie plus perceptive qui est j'ai la capacité aussi de ressentir ce que tu ressens. Et là, tu nous parles déjà de s'imprégner, d'observer Mmh. et de se mettre à la place de cette personne. Il y a un truc aussi tout simple, peut-être en termes de synchronisation, c'est sur le côté sémantique. Je m'aperçois des fois que on n'utilise pas, enfin, utiliser le vocabulaire ou voilà, la sémantique de notre interlocuteur. Tu disais par exemple, si c'est une personne plus commerciale, bah, d'avoir des termes qui sont appropriés à ce cadre-là pour parler le langage de l'autre, quoi, hein. Complètement.
Et tout à l'heure, tu parlais du bon communicant. Nous évoquions aussi donc la prosodie. Il va falloir que je m'oblige à ralentir mon rythme et surtout à poser des silences de telle sorte à faire parler l'autre. C'est dans ces interstices de mes silences où l'autre s'exprime que je vais pouvoir capter un maximum d'informations au travers des mots qu'il évoque, mais aussi de tout ce qu'il dégage, de tout ce qu'il transmet. Et si moi je suis plus préoccupé par la préparation de mes arguments ou de mes questions, je ne suis plus en écoute totale. Donc, pour être en écoute totale, eh bien, ça veut dire que je lâche, que je m'imprègne, je vais dans le monde de l'autre pour le comprendre complètement. Et ensuite, je prendrai 1 à 2 secondes pour préparer ma question ou mon argument. Et en cela, moi, c'est devenu intuitif et naturel, mais je veux, où j'ai des perceptions qui m'arrivent et que je capte l'autre au niveau de sa façon d'être, sa façon de parler, son registre de langage et tout ce que tu as évoqué. Donc, on est dans l'écoute, on va y rester. Tu l'as dit, l'écoute, c'est très simple à comprendre sur le papier, c'est beaucoup plus complexe à maturer, j'allais dire, Mhm. en termes de posture, d'attitude. Comment tu t'es entraîné consciemment à ça? Parce que c'est pas que dans les livres. Comment tu as fait pour petit à petit conscientiser et t'entraîner et te développer là-dessus? Alors, il y a des modules de formation, bien entendu, pour nous apprendre des techniques d'écoute active. Bon, c'est la base, hein. L'écoute rogerienne, voilà, comment nous faisons pour les reformulations, pour les questions, pour les relances. Bon, ça, c'est de la technique. Ensuite, ce sont les mises en situation, l'entraînement, et puis également les claques que l'on peut prendre en mission, où nous avons une idée préconçue sur s'il y a ça, eh bien c'est pour cette raison. Et si nous n'écoutons pas la personne, c'est là où nous allons prendre des claques. Parce que nous collons une étiquette, nous collons une motivation, c'est elle qui doit nous la donner. C'est pas nous qui pouvons savoir. Nous pouvons avoir des hypothèses et elles doivent être confirmées par l'interlocuteur. Donc, c'est grâce à l'écoute et je dirais au fur et à mesure, on se dit, ok, j'imagine que, peut-être, c'est une hypothèse et surtout pas de certitude. Donc, c'est la vie et l'apprentissage, l'expérience qui m'a appris en fait, à dire, c'est l'autre qui sait, ce n'est pas moi. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que je partage une petite anecdote de formation. Tu sais, des fois on fait des Mm. jeux de rôle un peu, donc on donne aux participants une sorte de programmation, quelle est la situation qu'on va devoir aborder, et puis on laisse un temps de préparation, souvent en sous-groupe. Et je m'aperçois qu'assez régulièrement, les participants, ce qu'ils font en fait pour se préparer, ils préparent des scénarios déjà. Tiens, s'il me dit ça, je vais lui dire ça. Et je crois que c'est la chose à proscrire vraiment pour être dans une écoute sincère, dans une écoute active et empathique, parce que déjà, on vient se programmer soi-même des schémas préconçus qui empêchent à l'écoute. Donc, je leur dis, vous, je vous donne une diapositive d'instruction qui est votre programmation à vous, votre regard sur le contexte. Votre première mission, c'est de découvrir la diapositive de l'autre et pas simplement de mettre une stratégie déjà, parce que je crois que ça, c'est quelque chose voilà, qui est contre-productif en termes de préparation, qui nous empêche vraiment d'être dans cette posture d'écoute. Et puis un petit tips personnel, moi je me suis beaucoup entraîné, comme toi j'étais en région parisienne pendant longtemps et je prenais beaucoup les taxis. Et je dis souvent aux participants que pour s'entraîner, bah, c'est bien de s'entraîner sur des situations qui ont peu d'enjeux. Et Mm. donc moi je m'entraînais beaucoup avec les taxis parisiens parce que je savais que j'avais pas à travailler avec eux sur le long cours, que j'allais peut-être les voir 20 minutes dans ma vie. Et donc je m'entraînais à poser des questions. Et pourquoi j'avais choisi les taxis aussi? Parce que c'était aussi, je dois l'avouer, des personnes avec qui j'avais des préjugés tout faits. Et je m'étais dit, ben, Eh, à chaque fois que je mettais la main sur la portière de la voiture, je disais, laisse la chance à cette personne d'être une belle personne. Et ça a tout mm. changé vraiment dans la Eh, tonalité de mon bonjour, dans ma posture, etc. Et je me suis aperçu que c'était quand même beaucoup plus simple. Les silences, tu en as parlé. J'ai l'impression que c'est un mal sociétal. On n'est pas à l'aise avec le silence. Comment on se réconcilie avec la notion, avec ce qu'on appelle parfois la force du silence? Il y a plein de choses qui émergent dans le silence et on n'aime pas ça. Comment on fait pareil pour
se forcer quelque part à travailler cette capacité à être à l'aise dans le silence? Est-ce que tu as des petits trucs à nous partager là-dessus? Alors là aussi, ça va être une question d'entraînement et en fonction aussi du cadre dans lequel nous avons évolué. En matière de négociation, même en matière de leadership, savoir maintenir un silence, c'est faire preuve de contenance et de maîtrise de soi. Donc, ça nous met en posture d'autorité, naturellement. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se pratique. Et lorsque les personnes ont une faible confiance en elles, souvent elles ont besoin de meubler. Elles vont meubler. Donc c'est un mécanisme de défense. Euh, pour quelles raisons souvent les personnes parlent et comblent? C'est parce qu'elles ont été trop normées par le système éducatif. Parce que quand on nous interroge à l'école et pendant tout notre cursus, c'est la réponse, elle doit venir immédiatement. Si je mets un silence, c'est que je ne sais pas suffisamment bien. Voilà. Et après, ça reste ancré. Donc, il faut basculer totalement à l'inverse. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas avoir fait un cursus scolaire trop important. Je n'ai pas été trop normé et je me suis vite dénormé. Il y a eu un livre d'ailleurs très amusant, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et donc, du coup, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui nous permet. Et au démarrage, je peux aussi me dire que c'est une exploitation, le développement d'une capacité à obtenir des informations pour pouvoir, à l'intérieur, avoir cette petite voix où je vais pouvoir compter 1, 2, 3. Je m'oblige à ne rien dire pour laisser à l'autre l'opportunité de me dire des choses et d'obtenir de l'information. Donc, au démarrage, c'est un entraînement, une obligation, et après, ça devient totalement naturel. Moi, je compte les crocodiles. Un crocodile, deux Voilà. crocodiles. Il faut le faire dans sa tête, sinon on pense qu'on est complètement barjot. Mais ça marche bien. Et je sais... Non, mais je sais qu'on est obligé, on est habitué aussi, tu parlais de se dénormer. On est très tourné, en tout cas, je vais parler pour mon cas personnel, très tourné vers l'action, c'est-à-dire que le Mmh, silence est synonyme inconsciemment dans notre tête d'inaction, de passivité. mmh. Donc ça me permet voilà, de compter les crocodiles ou les Mississippi. Voilà. Et c'est incroyable de voir à quel point, au bout de trois crocodiles, la personne parle. Une autre question que je souhaitais te poser, c'est on a une capacité aussi dans la communication à créer la relation. Et je crois que c'est un enjeu qu'on oublie assez souvent. C'est de créer la relation avant de parler du fond, quoi. C'est-à-dire que les humains sont des humains qui se font confiance, ou qui négocient ou qui font du business ou qui communiquent sur le socle de la confiance. Euh, comment ça se construit pour toi, ça, cette notion de confiance? Ou si je découvre quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que je dois garder en tête pour générer de la confiance ou créer de la confiance? Alors, dans le discours, dans la méthode que je dispense en matière de négociation, c'est l'étape numéro 1. Je dis négocier la relation avant de négocier le dossier. Ça veut dire, indirectement, construire le pont de communication et négocier cette relation de confiance. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 1 du processus. Et ça passe par écoute. On est plus ou moins doué là-dessus. On n'a pas tous de manière innée, Oui. tu vois, cette même capacité. Il y a des gens qui sont aussi très structurés. On parlait de profilage tout à l'heure, des gens qui sont très orientés vers la tâche, vers le résultat, Mmh. et pour qui c'est pas naturel, ça, forcément. Et si dans le process que je leur donne pour répondre à leur mode de fonctionnement, je leur dis que dans le process, il faut d'abord négocier la relation, parce que meilleure sera la relation, plus facile sera la négociation, eh bien, je vais processer également les techniques d'écoute et lui donner une évolution de son positionnement. Une fois qu'on aura validé cette étape-là, nous pourrons passer à l'étape 2. Alors, bien Hmm. sûr, nous sommes toujours dans des situations complexes, nous sommes face à de l'humain, et c'est jamais petit A1, il faut faire ça, petit A2, A22, A23. Il faut sauter des étapes et savoir faire preuve effectivement d'agilité et d'adaptation. Mais nous pouvons également, pour les gens qui sont le moins à l'aise avec ça, leur donner des méthodes, des grilles pour processer et transformer, on va dire, leur orientation naturelle. Voilà, Hmm. pour pouvoir remettre de l'humain dedans.
Ensuite, il faut bien sûr s'adapter à la personne qui est en face de moi. Si je suis en face de quelqu'un de très normé, de très contrôlant, et je commence à aller sur les émotions, sur comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez, il va être totalement mal à l'aise, parce que c'est pas sa zone habituelle, on va dire, d'exercice. Du coup, il va falloir que là, moi, j'aille sur son terrain à lui et que je m'adapte, peut-être passer par un autre mode de fonctionnement ou Hmm. son mode préférentiel. Ok. Tu as une phrase que j'aime bien et j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est le but n'est pas de convaincre, c'est de faire adhérer. Est-ce que tu peux nous Mm. expliquer la différence entre ces deux notions-là? Alors, au niveau étymologique, convaincre, c'est vaincre avec, normalement, hein. Et dans Il y a con et il y a vaincre, quoi, dans convaincre. c'est ça, exactement. Et dans l'intention quotidienne, populaire, quand je cherche à convaincre quelqu'un, en fait, je lui dis que mon idée, elle est meilleure que la sienne. D'accord. Je vais convaincre les gens d'acheter mon produit. Je vais convaincre les gens qu'ils ont tort. Je vais convaincre. À chaque fois, c'est avoir le pouvoir intellectuel. C'est une forme de soumission intellectuelle. Mon idée, elle est meilleure que la tienne. Je vais te le prouver. Au lieu de chercher à convaincre, si généralement ça entraîne la soumission de l'autre, entraîne la rébellion immédiate ou la trahison à long terme si je n'ai pas euh, le choix de résister, eh bien, je vais plutôt chercher à faire adhérer. C'est-à-dire que c'est donner un autre regard sur la situation, donner les avantages et les inconvénients de penser comme ci ou penser comme ça, ou avoir cette posture-là, et ensuite lui laisser le libre choix. À lui de voir ce qu'il décide. Parce que de toute façon, je ne peux pas décider à sa place. Hmm. Je ne pouvais pas dire à un forcené, rends-toi ou on t'en met une. La négociation est terminée. Ça n'a pas de Hmm. sens. Donc, c'est laisser à l'autre, lui laisser l'impression qu'il est son libre arbitre, son libre choix, en lui donnant les tenants aboutissants, avantages, inconvénients. Ok. Je m'aperçois, ça fait 15 ans que j'essaie de travailler consciemment ma communication Mmh, et si c'était si simple que ça, voilà, ça prend une vie. Et je m'aperçois que les tensions qui peuvent apparaître dans les discussions du quotidien, hein, pas forcément mmh, dans le cadre du travail, que je peux avoir, c'est souvent quand j'essaye de convaincre. C'est souvent quand je mmh, pense que j'ai raison et que l'autre a tort. Et c'est là mmh, où un rapport de force inconscient mmh, s'installe et qu'on crée de la résistance, quoi. Et ce que tu as dit est important. Alors, je ne sais plus si ça provient de la PNL ou de l'analyse transactionnelle, mais c'est ce qu'on appelle les postures de vie. mmh, C'est-à-dire se mettre dans un rapport plus-plus. mmh, Euh, donc, le premier plus, c'est la valeur que j'apporte à mon propos. Et le deuxième plus, c'est la valeur que j'apporte au propos de l'autre. Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je considère que mmh. ce que tu dis est intéressant et ce que je dis est intéressant. Et on cherche cette forme d'enrichissement. Et quand on est dans cette posture plus-moins, je pense que j'ai raison et que tu as tort, c'est là où on commence à créer des problèmes, quoi. Euh, Comment est-ce que l'on dit non? Parce qu'un négociateur doit savoir dire non des fois à Bien sûr. voilà, Mmh. des revendications comment dire, déraisonnables. C'est quoi tes bons tips pour apprendre à dire non? Alors, pour revenir, c'est effectivement l'analyse transactionnelle, les positions de vie. Bien sûr. C'est très important en état d'esprit, en intentionnalité. Et comme toi, à certains moments, je vais par des raccourcis, d'accord? Et je peux aussi à certains moments convaincre. Donc on n'est pas tout le temps en contrôle, en mode, non, nous avons des modes automatiques où euh, nous faisons, et je fais peu d'efforts. Alors, C'est souvent dire quand ça non, vient toucher nos valeurs ou que l'enjeu bien est sûr, important, bien qu'il y a sûr, une pour nous, sensibilité justement ouais, pour nous. Ouais. complètement. Euh, dire non, ça va dépendre du contexte. Ça va dire non du contexte, et je vais pouvoir habiller le non. C'est-à-dire qu'à ce stade, je pense que c'est pas négociable. Donc, c'est en fonction de la sensibilité de la situation, des enjeux et de la personne qui est en face de moi et de son niveau euh, de compréhension, d'acceptabilité de ce que je vais lui dire. Voilà. Donc, en fonction des moments, dire non, quand on dit non à nos enfants, c'est un geste aussi d'amour, de protection. Si je dis oui à tout, c'est facile et je ne les protège pas.
Alors, je vais aller dans la facilité, mais je ne les protège pas. Donc, il faut être à l'aise avec le non et savoir expliquer pourquoi à certains moments. Et à d'autres moments, notamment les négociations, on va dire, familiales avec les enfants, tout n'est pas à expliquer. C'est non et c'est comme ça. Hmm. Et, et derrière, dire, mais pourquoi je dis, est-ce que tu as l'impression que c'est négociable? Normalement, ça clôt le débat. Avec le silence derrière qui ancre C'est ça. l'autorité. Ok. Ah tiens, on va ouvrir tout de suite ce tiroir-là. Tant pis, on fait pas les choses comme je les avais imaginées, mais c'est ça aussi la spontanéité de la conversation. Puisqu'on en vient à ce mot d'autorité, c'est un des sujets que je voulais Mmh. apporter avec toi parce que on sort un petit peu du spectre de la négociation pure, mais Mmh. tu étais dans un environnement qui est au GIGN et dans l'inconscient collectif, on a, à travers les représentations cinématographiques qu'on peut en avoir, une idée très ferme, autoritaire au sens Mmh. propre. Qu'est-ce que tu as appris sur l'autorité au GIGN et qui te semble intéressante à transposer aussi dans les entreprises, qui est quelque chose dont on peut s'inspirer pour nos contextes plus civils? Alors, avoir la présence d'une autorité, d'un chef, c'est vital pour la conduite de ce que je vais appeler de la mission. Hmm. Il faut que quelqu'un décide. Ensuite, pour que cela fonctionne, il faut que cette autorité ou ce chef soit reconnu et légitime et crédible par la troupe. Si on nous met quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'est pas légitime à nos yeux, il n'aura aucune autorité sur nous. Parce que nous sommes des gens responsables, des experts dans notre domaine. Et dans ce cas-là, on va le mettre de côté et puis nous allons décider ou faire autrement. Donc, dans le milieu civil, ce qui est transposable, c'est il faut qu'il y ait un responsable. Il faut qu'il y ait un responsable qui, à un moment donné, tranche, décide, avec, bien sûr, la prise de renseignements de tout ce qui a été évoqué, proposé par la base. Et il faut que cette personne, on va dire, nous représente nos valeurs, la valeur du groupe, l'entité, et qu'il aille porter le message. Et auparavant, normalement, le chef, il fait adhérer tout le monde. Voilà. Il fait adhérer tout le monde à la vision qu'il porte. Donc, l'autorité doit être incarnée, elle doit être légitime, crédible. Il faut qu'il y ait une légitimité de compétence aussi, bien entendu, d'accord. Et puis, il faut qu'elle assume après, qu'il ait le courage, d'accord, un courage intellectuel, d'authenticité. Donc, sans chef, ça ne marche pas. Un chef imposé, illégitime, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu de qui va être la bonne personne à la bonne place. Comment tu fais ça doit arriver forcément pour faire appliquer un ordre, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle Mm. dans la gendarmerie, un ordre avec lequel tu n'es pas d'accord. Peut-être qui ne fait pas sens ou qui te semble contre-productif, puisque c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez les managers. Alors, ça ne s'appelle pas des ordres au sens militaire, mais Mm. on doit passer une décision avec laquelle on n'est pas à l'aise. Quels sont les bons réflexes que tu conseilles dans ces situations-là? Alors, en gendarmerie, le seul droit que nous avons, et c'est l'état de prévarication, c'est si j'ai un ordre illégal, j'ai le droit de ne pas obéir. D'accord? Déjà, on n'obéit pas à tous les ordres. Si cet ordre me met hors la loi, je me dois de le refuser, Pro- en Ok. préambule et en cadre. Ensuite, il peut y avoir des ordres qui viennent heurter mes valeurs. Alors là, soit je négocie avec moi-même et avec mes valeurs, c'est-à-dire est-ce que c'est négociable ou pas négociable. Si ce n'est pas négociable, il est préférable que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà, et ça, en fonction de l'intensité de la mission, eh bien, il va falloir négocier avec soi-même et négocier avec les autres. Ça t'est arrivé, titre personnel, de pas forcément démissionner de la gendarmerie pour ça, mais de te dire je suis plus la bonne personne parce que je n'y crois pas. Alors, en tout cas, sur une mission à l'étranger, effectivement, je ne me suis pas porté volontaire parce que pour moi, ça ne faisait pas sens. Voilà. À l'époque, c'était une mission
dans un pays de l'Orient où on nous demandait d'aller, et pour moi, ça ne faisait absolument pas sens. Et donc, du coup, ils demandaient des volontaires. Bon, moi, je préférais ne pas être volontaire. Hmm. En tout cas, je pense que je me suis respecté à ce moment-là. Parce que je pense que cette forme d'intégrité personnelle, elle est indispensable pour créer la confiance des équipes aussi. Mm, Euh, la notion de désobéissance aussi, je crois. mm, mm. Pas la rébellion aveugle, dire non pour dire non et Non. être retors, mais savoir expliquer un non. Je crois que c'est aussi ce qui génère de la confiance des troupes, si je puis dire. Mm, De dire, tiens, mon responsable, mon chef a aussi suffisamment d'autorité pour faire face à la direction ou à des ordres qui ne font pas sens. Parce que dans les entreprises, ce que je ressens, c'est que parfois, les managers, les personnes en situation de management, sont un peu considérées par leurs équipes comme des passe-plats, c'est-à-dire que bah, mm, voilà, on leur a demandé de faire ça, donc ils demandent de faire ça, et qui n'ont pas ce rôle de filtre qui permet aussi d'influencer du bas de la pyramide vers le haut et de dire, attendez, non, là, ça peut pas se... voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire peut-être, c'est non pas, c'est peut-être déjà de questionner, si ça ne fait pas sens pour nous, de questionner l'enjeu plus global qu'il peut y avoir, parce que parfois aussi, il ne nous est pas évident de notre petite lunette, mais d'aller mm, poser des questions aux donneurs d'ordre en question, en disant ben, le pourquoi, les bénéfices. Important aussi peut-être de se remettre en tête que notre unité, que ce soit une équipe ou en gendarmerie, mm, doit savoir perdre au bénéfice du collectif en disant bah, là, ça nous dessert ou ça n'a pas de sens pour nous, mais ça a un sens mm. au niveau plus global. Mais ouais, je trouve que c'est ça. Et puis, dernier point que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est de par ce que je vois en entreprise, c'est une certaine forme de conflit d'intérêts aussi, parce que ce qui peut nous pousser à obéir alors que ça ne fait pas sens, bah, c'est parce que j'ai besoin de mon bonus de fin d'année, j'ai peur de peut-être que de ne pas avoir une promotion parce que j'ai dit non. Mm, Et ça, au bout d'un moment, bah, sur le long cours, c'est pas forcément voilà, ni utile pour soi, ni utile pour l'équipe, ni utile mm. pour l'organisation, quoi. Et effectivement, j'ai eu des discussions comme ça avec des officiers qui étaient des copains. Et je leur dis, mais tu comprends cette décision? Et certains avaient la transparence de dire non, et je suis obligé de l'appliquer. Foncièrement, je n'aurais pas pris celle-là. Et peut-être que je n'ai pas tous les éléments. Et d'autres qui, du coup, se mettaient à défendre la position alors que je savais que ça touchait aussi leurs valeurs. Hmm. Et je sais que dans ce deuxième cas, moi, en tant que subalterne, ça altérait forcément mon niveau de confiance vis-à-vis de lui. Donc, je pense que des échelons hiérarchiques, des intermédiaires hiérarchiques qui appliquent, parce qu'ils sont obligés de l'appliquer, euh, doivent mettre un modulo, dire s'ils veulent garder l'adhésion de la base, j'applique cette décision que je ne comprends pas totalement. Il y a peut-être des éléments supérieurs que je n'ai pas à ce stade, stratégique, politique. Donc, pour l'instant, je ne la comprends pas totalement. Je la mets en application parce que je fais confiance à mon chef. Hmm. Le problème, Ouais, c'est quand on ne fait plus confiance à son chef. oui, exactement. Hmm. Puis il y a une autre notion, mais à toi de confirmer, parce que moi je connais très mal ce milieu-là, mais j'avais entendu, encore une fois, dans cette idée du côté militaire, où c'est un ordre et puis c'est tout, etc., qu'il y avait quelque chose Mm, de très descendant, mais les processus et les référentiels mm, sont très participatifs, finalement, sont construits mm, avec ceux qui font à la base pour que oui, les directives de décision soient inspirées par les gens qui font. Chose qu'on n'a peut-être pas dans l'entreprise actuellement, où on a quelque chose de très descendant, mais pas cette implication de ceux qui font dans les processus décisionnels, ou en tout cas dans les mm. repères qui nous font prendre les décisions. Ouais, tu confirmes ça? Il y a cette Oui, volonté de construire avec les gens qui sont sur le terrain? complètement, avec une information, une communication descendante et remontante. Et pour l'anecdote, on fait des mises en situation réelles où nous mettons des cadres supérieurs en situation de troupe d'assaut dans les équipes avec des gilets, etc., des radios. Et donc, il y a une partie PC crise qui décide de la stratégie et il y a une application. Et quand, ce qui est souvent le cas, les chefs
ne vont absolument pas sur le terrain, qui pilotent depuis leur PC crise, de ce qu'ils s'imaginent de là, et après je vais sur le terrain poser la question de c'est quoi ta mission, est-ce que tu te sens concerné et engagé et intégré, la majorité du temps ils disent non, je ne sais pas à quoi je sers et c'est très frustrant. Et en fait c'est extrêmement enrichissant pour eux de percevoir cet état et en disant à certains moments nous communiquons, mais nous communiquons mal et pas aux bonnes personnes, pour pouvoir justement engager tout le monde dans le processus et partager la vision. C'est une communication quantitative et non qualitative. Et vivre cela, ce sentiment de frustration de je suis là, je ne sais pas à quoi je sers, et c'est extrêmement frustrant pour moi. Et bien du coup, pour eux, vivre ça, c'est extrêmement enrichissant pour leur futur rôle de chef et pour transmettre la bonne information à la bonne personne. Ouais, c'est une sorte de vie ma vie un peu C'est ça, qui permet aussi l'empathie et de prendre des décisions plus saines. Il faudrait presque aussi exactement. faire le contraire, je me dis en entreprise, c'est-à-dire Mmh, que des gens qui sont des opérationnels, des gens très terrain, mmh, puissent aussi voir quelle est la difficulté du décideur complètement. sur des enjeux qui sont complexes, etc. Je trouve que c'est quelque chose qu'on pratique pas assez. Oui. Je fais une petite parenthèse, mais il y avait cette émission, je sais pas si elle existe toujours, je regarde plus la télé, mais tu sais, de Patron Incognito, Oui, alors, bon, c'était romancé, et puis c'était une émission de télévision avec tout le folklore que ça implique, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le fait de mmh, réaliser, de dire, tiens, ça fait des années que je dirige ma boîte, et en fait, je la connais pas du tout, quoi. ouais. Il y avait cet aspect-là. Ok. On rebloque. Il y avait une question que je voulais te poser aussi, par opposition à comment on dit non, c'est comment on obtient un oui. Parce que on a dit que voilà, communiquer, c'était pas forcément convaincre. Pour autant, il y a des choses qu'on doit aller mobiliser. On ne peut pas décider de tout. On doit obtenir un oui d'un forcené, mais aussi un oui pour libérer des otages, par exemple, mais un oui de mon patron pour qu'il me donne les moyens de faire ma mission. Ce serait quoi les bons réflexes pour optimiser ses chances d'obtenir un oui? Alors, préambule, prérequis, construire la relation, comprendre le contexte, questionner. C'est une phrase qui résume tout, c'est comprendre l'autre avant de se faire comprendre. Bon, ça, c'est le préambule. Et ensuite, je vais obtenir un oui en posant les bonnes questions. En allant chercher l'élément motivationnel chez l'autre sur qu'est-ce qu'il a à gagner à me dire oui, ou qu'est-ce qu'il a à perdre s'il me dit non. Donc, du coup, ça va être au travers du questionnement et de la situation. Voilà. Ok. Donc, je vais lui faire identifier, effectivement, les avantages ou les inconvénients de telle solution et telle solution. Voilà. Et si tu choisis, voilà quel est le gain pour toi, ou pour nous, ou pour l'organisation. Si jamais tu refuses, voilà les conséquences. C'est ce qu'on appelle aussi en mécanisme l'aversion à la perte. Voilà ce que tu risques de perdre. C'est à toi de décider maintenant. Hmm. Ok, très bien. Autre question que j'avais, qui est en lien peut-être aussi un petit peu avec notre actualité. Je parlais de diplomatie au départ, Mhm, on y vient tout doucement, mais d'une manière plus générale à notre niveau, on peut se retrouver confronté à des personnes qui ne croient qu'à la force, mhm. qui ne croient qu'au rapport de force. Voilà, je fais aucune allusion politique du tout sur l'actualité. Comment on gère cette agressivité-là ou cette posture-là qui est de dire, ben, en fait, moi, je suis pas là pour faire ami-ami, tes trucs de communication là, hein. Moi, c'est ça et c'est tout. Voilà. Comment tu gères ces cas spécifiques? Euh, Allez, je mets une deuxième partie dans ma question parce que, et tu te débrouilleras avec ça après. Mhm. La première partie, c'est comment je gère de l'agressivité. Et la Mhm. deuxième partie, c'est peut-être comment je reconnais et je gère une personnalité toxique qui est dans quelque chose Mhm. dans un rapport gagnant-perdant et qui n'a pas envie d'aller sur un terrain gagnant-gagnant. Alors, l'agressivité, c'est la manifestation d'autre chose, d'un mécanisme interne. L'agressivité, souvent, c'est un mécanisme de défense. Mécanisme de défense parce que la personne a peur de perdre quelque chose. Ouais, donc du coup, elle se dit pour l'obtenir, il faut que je sois extrêmement offensif, donc agressif. Donc ça me donne une information sur son état interne. Après, à moi de trouver qu'est-ce qui fait que, pourquoi. Bon, ça, ce sera au travers de mon analyse et du questionnement. Ensuite, lorsqu'une personne a un rapport de force,
Les personnes qui imposent ce rapport de force, si je me mets en position de paillasson, tout à l'heure tu parlais des plus, hein, c'est l'assertivité. Si je me mets en position de paillasson, la personne elle va s'essuyer ses chaussures sur moi. Donc, il y a un minimum d'affirmation de soi à avoir face à ce type de personne. Parce que si je fais carpette, je ne suis pas de son niveau à elle. Les gens, si on prend la diplomatie actuelle, si on prend Trump, si on fait la carpette devant lui, il ne va pas nous prendre au sérieux. Nous ne serons pas un interlocuteur sérieux. À l'inverse, si je joue un rôle que je ne suis pas en mesure d'assumer, si je montre les muscles alors que nous, chez nous, on appelle ça, j'ai des épaules de serpent, je vais vite être démasqué. Okay, donc, il faut être dans la juste posture. Ni Le paillasson, reconnaître. ni hérisson. Exactement, proverbe bien connu hein, en matière de communication. Donc, il faut avoir une forme, pour moi, hein, d'authenticité, de leadership authentique pour pouvoir jouer son propre rôle et pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas les épaules pour le jouer. Donc ça va être un prérequis. Ensuite, quand tu dis les personnes qui veulent être dans une posture de gagnant-perdant, peut-être que nous avons à gagner autre chose que ce que lui pense que nous avons à perdre. Donc, c'est élargir le champ de réflexion pour dire, OK, et finalement, est-ce que nous avions un objectif commun? Et quel serait-il? Donc, au fur et à mesure, ces gens-là qui veulent être dominants, elles ont une faille. C'est la faille narcissique souvent. Elles ont besoin d'être reconnues. Donc, je peux lui laisser des victoires. Et lorsque je écoute une personne, lorsque je lui donne l'impression de m'intéresser sincèrement à elle, je la renarcissise. Et parce que j'aurai construit cette relation, après, ce sera plus facile de négocier. Mais il faut qu'il y ait une forme de respect. Il faut gagner le respect de l'autre. Donc, ça peut être à certains moments dans des phases de résistance, d'accord, passive ou active, mais il faut qu'il y ait une notion de respect. Sans respect, peu de discussion, peu de négociation, on va dire équilibrée ou constructive. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a une phrase aussi assez connue qui dit pas d'ego dans la négo. Et oui, Là, c'est d'utiliser ça, c'est-à-dire que d'une personne qui pourrait être agressive ou être dans cette démarche gagnant-perdant, allez, d'utiliser justement, de mettre son ego dans la négo. Pas le nôtre, mais le sien, c'est ça? c'est ça, exactement. Et donc, du coup, son aplomb, son moteur en devient une faille, un point de fragilité. Hmm. Parce que je peux lui donner satisfaction, satisfaire son ego, et au final, pas le résultat, ou obtenir le résultat que je souhaite. Ouais, c'est important quand même aussi de le préciser parce que tu étais dans un contexte de négociations qui ne sont pas forcément que des négociations gagnant-gagnant, parce que des fois, Bien on sûr. a des cours de négo, tu vois, on a une vision un peu bisounours de dire on va Mm, mm. trouver le truc. Là, non, toi, il faut que tu repartes avec des otages libérés, des vies sauvées, et éventuellement peut-être de liquider au sens propre le perturbateur. Donc, une négociation n'est pas forcément juste gagnant-gagnant. C'est aussi. Comment tu définis une négociation? Tiens, d'ailleurs, euh, souvent on dit ça, c'est le fait de cultiver ce côté gagnant-gagnant. C'est quoi ta définition de la négociation d'une manière générale? Alors, une négociation réussie, comme tu le disais, dans l'idéal, c'est du gagnant-gagnant. Ensuite, la personne, quand elle débute la négociation, peut-être qu'elle ne connaît pas, elle, ce qu'elle a à gagner ou à perdre, voire elle ne connaît pas son élément motivationnel ou ce qu'elle va rechercher. Il y a une idée, et donc, du coup, elle va pousser la négociation. Donc, la négociation, c'est un échange, une interaction mutuelle entre deux personnes ou deux parties euh, pour trouver un terrain d'entente s'il y a des accords ou s'il y a non-connexion. Donc, on va avoir des échanges, voir s'il y a une dissension, un désaccord, pour pouvoir après trouver un terrain d'entente ou non. Des fois, l'aboutissement d'une négociation, c'est un non-accord. Et nous faisons gagner beaucoup de temps. Ça peut être une négociation réussie s'il n'y a pas d'accord, mais qui est assumée Mhm. par toutes les parties prenantes. Et ensuite, c'est là où en fait il va y avoir des fausses négociations qui sont là juste pour, on va dire, le côté médiatique ou réputationnel. Parce que nous savons dès le début qu'il n'y aura pas d'accord.
notamment au niveau diplomatique, mais c'est pour gagner du temps ou c'est pour sauver la face au niveau médiatique ou populaire. C'est là où ça doit être compliqué parce que un forcené, je sais pas, il y a cette situation dans une école maternelle qui était restée voilà, célèbre et qui avait le forcené, il sait très bien qu'elle va être l'issue quelque part. C'est là où c'est le plus difficile à gérer, j'imagine, parce que il est pas dupe non plus. Il se doute, c'est un acte désespéré. Il se doute bien qu'il va pas obtenir satisfaction à tout et qu'il va sortir par le haut de cette situation-là, non? Alors lui, tout dépend quel est son objectif, conscient ou inconscient, parce que la plupart du temps, dans ce type d'acte, c'est ce qu'on appelle un suicide by cop, c'est-à-dire que la personne elle vient rechercher un moyen de faire taire sa souffrance, mais elle n'a pas, entre guillemets, le courage de le faire elle-même, de se suicider elle-même, donc elle va le faire au travers d'un acte répréhensible, et donc il va se faire neutraliser par les forces de l'ordre. Donc lui, son but, conscient ou inconscient, c'est de se faire tuer. Hmm. Après, nous, ce qu'on peut négocier, c'est, OK, c'est nous avons compris et on fait verbaliser. Est-ce que tu as vraiment envie de mourir ou est-ce que tu veux tuer la souffrance qui est en toi? Donc là, c'est là l'espace de négociation que l'on va avoir. Et si tu veux tuer la souffrance qui est en toi et que tu veux vraiment mourir, est-ce que tu es obligé de le faire devant des gamins? Qu'est-ce que ces gamins t'ont fait foncièrement et quel est l'objectif? Alors si je devais être très caricatural, etc., OK, si toi tu veux tuer ta souffrance, te mettre une balle dans la tête, c'est très simple. On n'a pas besoin de le faire devant les gamins. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher les gamins, et puis après, on va t'en mettre une. Si c'est ça ton objectif. Hmm. Tu veux qu'on parle de toi à la télé? On va le faire aussi. Pas de problème, on peut te donner une fenêtre d'opportunité, etc. Ouais. Donc on va ouvrir le champ de négociation sur autre chose et on va essayer d'aller chercher l'élément motivationnel profond. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? C'est ça qui va nous permettre de créer un espace de négociation. Hmm. Ouais, c'est la différence entre le moyen et le besoin. Hmm. Ça, je trouve que c'est un truc assez puissant, assez simple. C'est que derrière une demande, euh, il y a, la demande n'est pas forcément toujours cohérente avec le besoin qui est derrière. Hmm. Et en termes de Complètement. communication, comprendre le besoin, je peux Hmm. demander l'exemple que je prends en formation, c'est je peux demander une demande, je peux demander une augmentation Hmm. par besoin de justice, parce que je pense que je suis moins bien payé que mon collègue qui fait la même chose. Je peux demander une augmentation parce que j'ai besoin de reconnaissance, Hmm. ou je peux demander une augmentation parce que j'ai besoin de refaire ma cuisine. Hmm. Et la demande est la même, mais le besoin est différent. Moi, ça me ramène souvent au fait que, alors c'est particulièrement vrai en posture de négociateur, mais même en étant manager et même sans avoir de responsabilité, je crois que le monde actuel nécessite que on soit un minimum formé à la psychologie. On n'a pas besoin d'être des psychologues, mais Hmm. cet aspect psychologique, ne serait-ce que pour nous-mêmes, il est essentiel. Moi, ça me révolte que ce soit pas encore plus étendu comme formation, quoi. Alors, oui, je suis d'accord avec toi sur la compréhension, mais je dirais en préambule une notion de respect. Respect de l'autre, respect de la croyance de l'autre, voilà, faire société, Hmm. voilà, avec un but commun. C'est ça qu'il faudrait qu'on puisse remettre. Et dans mon prisme, hein, les réseaux sociaux sont plus un moyen de clivage que de rassemblement. Et Ouais. bon, voilà. Et dans toutes les communications actuelles et depuis plusieurs années, euh, trop de sujets clivent la société. Parce qu'il y a des intérêts derrière politiques, et donc on va être pour ou on va être contre. Et il n'y a pas voilà. Et en fonction de la temporalité, soit on est en avance, soit on est en retard. Hein, si on disait qu'on était pour la paix il y a un mois et demi, on était pro-russe, maintenant tout le monde est pour la paix. OK. Qu'est-ce qui a changé? Bah, une posture politique. Voilà. Mais moi, ancien militaire, j'ai été pour la paix pour préserver les vies humaines, parce que je Hmm. sais le dégât que ça fait. Et bon, je pense pas être pro-russe, mais peu importe. Mais donc, il y a des clivages qui sont faits à des intentions personnelles. Et c'est là où, en fait, on perd le sens du bien commun. Et cette notion de respect, effectivement, déjà, si on avait ça, l'empathie et le respect, ça serait déjà très, très bien au niveau, je dirais,
les collèges, lycées, etc. Un autre truc qu'on peut aussi, je parlais de petits tips concrets, un autre truc qui me semble utile à cultiver, tu l'as évoqué, c'est l'esprit de nuance. Mm, Et en particulier en observant nos pensées. Pourquoi ça me tient à cœur? Pourquoi j'ai mm, envie d'avoir raison là-dessus? Quelle est l'antithèse de ce que je dis? Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont notre cerveau a besoin, parce que notre cerveau automatique fonctionne effectivement mm, de manière binaire. Oui, non, pour, contre, bien, mal. Euh, les débats télévisés qu'on nous présente sont souvent scénarisés aussi, mis en scène mm, avec le camp de gauche, le camp de droite, le camp du pour, le camp des contre, etc. mm. Et notre capacité d'adaptation se fait beaucoup par les nuances de gris, la nuance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut cultiver au quotidien, sur lequel on peut s'entraîner en débriefant aussi, ou en disant, tiens, quel est mon avis sur la situation en Russie actuellement? Bon, Mm. bah, à chaque fois que j'ai un avis tranché, j'essaye de me faire l'avocat du diable dans ma tête pour essayer d'équilibrer ça. Si on arrive à le faire pour nous-mêmes, c'est plus facile de le faire aussi dans le quotidien, quoi. Oui, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, on va dire, les algorithmes des réseaux sociaux nous apportent toujours plus de la même chose. Exactement. Il Parce que je renforce ça. regarde, eh bien, ça vient renforcer. Et moi, je le vois, je fais en sorte d'avoir une consommation limitée. Mais des fois, justement, je vais aller regarder euh, l'antithèse de ce que moi, je pense ou ce au quoi j'adhère. Et derrière, ça me propose automatiquement des gens de cette antithèse. Voilà. Donc, nous sommes traqués en permanence et il y a une fabrique du consentement au travers de ces réseaux sociaux qui est catastrophique. Et les Mhm. gens ne pensent plus par eux-mêmes. Et j'avais écouté un superbe podcast de Boris Cyrulnik, Penser par soi-même. Et oui, mais ça, c'est. Alors, déjà, je ne sais pas si les gens le souhaitent, nos dirigeants le souhaitent, mais en tout cas, ça permettrait de redonner de la hauteur et de la nuance à tout ça. Hmm. Je repique vers le management. Oui. Tu interviens, toi, dans les entreprises. Bien sûr, on va pas faire une grande généralité, mais Mm. quand même, d'une manière générale, comment tu évalues le niveau de management dans les entreprises? Est-ce qu'il est excellent? Voilà. Qu'est-ce que tu vois, toi, et quel est ton regard là-dessus? Alors, j'ai rencontré des patrons, des managers exceptionnels, des vrais chefs, comme on peut en rencontrer, comme j'en ai rencontré au GIGN. Au GIGN aussi, il y a des chefs exceptionnels, hein, intermédiaires ou les commandants. Et tout le monde n'est pas fait pour commander. Voilà. Et le problème, je dirais, de nos sociétés actuelles, c'est que la reconnaissance de mon expertise, de ma compétence, se fait par un poste le plus souvent de management. Du coup, si je ne suis pas chef de service, on va dire, je n'ai pas de reconnaissance, je n'ai pas d'augmentation de salaire, je n'ai pas de responsabilité supplémentaire. Et ça pose un problème. J'ai vu dans une banque française, très récemment, un leadership d'expertise. Et je me suis dit, ah, parce qu'il y a des personnes qui sont brillantes intellectuellement, et parce qu'elles ont une carence en relations sociales, eh bien, du coup, peuvent être mises au banc. Alors déjà, elles sont en mal-être, et elles mettent en mal-être les subordonnés. Et donc, il faudrait reconnaître ces gens qui n'ont pas ces qualités relationnelles, trop techniques peut-être, trop normées, ou un fonctionnement qui leur est propre, pour pouvoir reconnaître leurs compétences et leurs plus-values dans l'entreprise. Et non pas simplement reconnaître ma compétence et mon expertise par la prise en compte d'un service de 50, 100, 150 personnes. Ah, Donc, il faudrait qu'est-ce mettre qu'il les faudrait, personnes à la bonne place. alors, qu'est-ce qu'il faudrait valider, justement? Tu parlais de compétences relationnelles. Comment on pourrait valider ça? Si on prend une feuille blanche, là, et je cherche à déterminer si une personne a des capacités managériales, est-ce qu'il faudrait un entretien avec un psychologue déjà pour voir comment la personne réagit sous stress? C'est très dur à évaluer ça, finalement. Oui, alors c'est très dur à évaluer, oui. Euh, Si je prends le cas de mes deux fils, d'accord, j'ai un fils aîné qui a 23 ans, un autre qui en a 20. Euh, bon, bah, au niveau compétences relationnelles, il y en a un qui est déficitaire et l'autre qui est extrêmement sociable. Voilà. Bon, bah, ça fait partie de leur personnalité. Alors,
ça a été déterminé chez eux, quantifié, on va dire, à un moment donné avec un psychologue, parce qu'ils ont passé des tests de précocité. Euh, les deux sont précoces, et il y en a un qui est complètement à la rue au niveau relationnel, et l'autre qui est extrêmement compétent, et qui va faire l'adhésion tout de suite, et qui va être le leader de son équipe. Hmm. C'est comme ça. Donc c'est un prérequis, et ça commence par bien se connaître soi-même. Est-ce que je suis Ouais, fait pour être... mais effectivement, il faudrait, à la rigueur, aller voir un psy ou avoir un entretien avec un psy et sans être dans une démarche d'évaluation de performance. Voilà, c'est bien, c'est mal. Tu as ton mode de fonctionnement et moi hmm. j'ai le mien. Mais là, on revient dans la notion de respect de la différence de l'autre. Et comme tu le disais, 1 + 1 = 11. Hmm. Ouais, moi Et j'aime bien faire référence aux intelligences multiples de Howard Gardner, alors que qui ne sont pas Mmh, forcément validées scientifiquement, mais peu importe. mmh, Je trouve quelque chose d'assez intuitif dans ce qu'il dit, et il parle notamment d'intelligence intrapersonnelle et d'intelligence interpersonnelle. Et mmh, donc, on peut définir l'intelligence comme la capacité à observer, à comprendre et à s'adapter. Et mmh, donc, pour moi, l'intelligence intrapersonnelle, c'est comprendre ces modes de fonctionnement, développer le discours intérieur mmh, qui nous permet de savoir quels sont nos terrains fragiles, quelles sont nos forces, de quoi on a besoin pour bien fonctionner, être dans une certaine forme d'efficacité. Et ensuite, l'intelligence interpersonnelle, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation à l'autre, ce qui est un peu l'objet de notre épisode aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment l'intrapersonnel qui va nourrir l'interpersonnel. Ma définition complètement. personnelle du leadership, c'est agir sur soi avec et pour les autres, parce que je Mmh. trouve vraiment que ça part de ça, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on nous. Enfin, je trouve que voilà, si je fais les capitaines, c'est en partie parce que je trouve que notre monde serait un peu meilleur si on nous apprenait ça, ou en tout cas on nous aidait à conscientiser ça assez tôt dans un but de respect commun, quoi, justement. Ok, j'ai une petite séance. J'avais plein de questions, mais je vois qu'on est déjà bien avancé. Alors, j'ai une petite séquence, pardon, top 3. Donc, le concept, c'est que bah, je te donne une thématique et puis tu me donnes ce qui te vient spontanément. Tu n'es pas obligé de développer. Tu me donnes les trois réponses du tac au tac qui te viennent. Top 3 des qualités de leadership. Authenticité. euh, alors, qu'il faut avoir pour le leadership, hein. Authenticité, incarnation, honnêteté. Ok. Top 3 des choses sur lesquelles tu as le plus progressé à titre personnel. Affirmation de soi, authenticité et loyauté. Ok. Top 3 des choses sur lesquelles tu travailles consciemment en ce moment, sur lesquelles tu as encore envie de grandir, et on parlait de compétences conscientes tout à l'heure, voilà, sur lesquelles tu mets un point de vigilance à titre personnel. Euh, Régulation de la charge de travail, euh, la mesure. Après, la notion de liberté et d'insouciance. Bien. Euh, Ton analyse personnelle, top 3 des causes qui pourraient justifier ou expliquer le désamour et le désengagement actuel au travail. Manque de sens, euh, vision court terme et instrumentalisation. Très bien. Et c'est peut-être une question antithèse de celle que je viens de poser, mais top 3 des raisons qui font du GIGN une structure d'excellence. Culture d'entreprise, équité, d'intégration et exigence.
Ouais, c'est un mot qui est à double tranchant un petit peu parce qu'il y a des exigences excessives. On peut être trop exigeant avec nous-mêmes, mais c'est quelque chose Mm. qui se répète au quotidien, je trouve. Il y avait un militaire qui avait fait ça. Si vous voulez changer le monde, commencez par bien faire votre lit le matin. Ça te parle, non? Il a fait un discours Oui, là-dessus, ouais. c'est-à-dire déjà dans les petits actes, ce qu'il voulait dire par là, c'est que dans les petits Mm. actes du quotidien, si je mets cette notion d'excellence, à déjà bien faire mon lit, ben, c'est déjà le premier pas pour cultiver cet état d'esprit-là aussi. Voilà, sans être dans la perfection, sans chercher la perfection, mais rechercher en tout cas. Ouais, j'aime bien cette idée de chercher à bien faire les choses. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien, bon, j'ai plein de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Parce que j'ai des questions signature que je me garde pour la fin, mais est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui te tenait à cœur, voilà, ou qui te paraît intéressant à communiquer, à transmettre en termes de négociation ou de communication au sens plus large? Euh, Chercher à comprendre l'autre avant de résoudre son problème. C'est important de prendre son temps. Prenez votre temps pour parler, pour négocier. Et on va aller trop rapidement, on écoute pour résoudre la situation, alors qu'il faut écouter pour comprendre et ensuite apporter la bonne réponse. Oui. C'est le mal de notre époque, nous voulons aller trop vite, trop souvent. Donc, écoutez pour comprendre. Après, vous verrez si vous pouvez résoudre ou aider la personne ou pas. Absolument. Traiter l'émotionnel avant de traiter le rationnel, c'est une phrase que j'aime bien aussi. C'est Très ça. bien. Donc, on approche tout doucement de la fin de cet épisode. Je finis toujours par deux questions signature. La première, c'est plutôt une invitation à un partage, ou plutôt à trois partages. C'est pas forcément des choses qui sont liées à la négociation, mais qui t'ont fait grandir en tant que personne, qui t'ont inspiré. Je constitue une inspirothèque depuis des années où je cultive. Voilà, donc ça peut être des films, ça peut être des podcasts, ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, quelque chose que tu as envie de partager parce que toi, ça t'a fait grandir et que tu conseilles à nos auditeurs, auditrices. Alors, ça m'a fait grandir, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et justement, tout à l'heure, je l'ai cité, Boris Cyrulnik, un podcast Métamorphose, où il a été interviewé il y a 2 ans, je crois, euh, voilà, sur justement le penser par soi-même. Voilà, le penser par soi-même. Et dans l'époque, surtout dans laquelle nous sommes actuellement, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de monde de réécouter et de réentendre ce message-là. Ensuite, qui m'a fait grandir, il y a un livre qui m'a fait grandir, c'est Le Chevalier à l'armure rouillée, euh, qui Je est connais pas. très introspectif. Voilà, vraiment, c'est un petit peu comme Saint-Exupéry avec Le Petit Prince. C'est très métaphorique, c'est un conte. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, enfin, je trouve, Chevalier à l'armure quand on rouillée, tu te rappelles de l'auteur totalement. ou de l'autrice? C'est un auteur américain. Et puis Ok. également, justement pour avoir la place des émotions dans un livre plus euh, professionnel, le paradoxe du chimpanzé. Voilà. Pourquoi l'autre réagit comme ça? Euh, c'est le docteur Peters, je crois, et c'est très intéressant, voilà, sur pourquoi l'autre s'énerve, voilà, Très et bien. comment moi je fonctionne et comment l'autre fonctionne. Donc c'est un livre qui est un peu moins connu, mais qui est assez intéressant en matière professionnelle. Alors, je résiste pas à la tentation. Il doit être derrière moi, puisque tu nous as parlé du paradoxe du chimpanzé. J'ai relu récemment le paradoxe du poisson rouge, et Je l'ai que aussi. tu l'as aussi, ouais, et que je trouve très intéressant parce que Ouais. il fait écho à la philosophie orientale et Mm, notamment mm, chinoise, mm. complètement l'antithèse peut-être de nos points de vue, et ça fait du bien de s'extraire de notre mode de pensée habituel qui nous paraît être le mode de pensée, un peu comme le poisson rouge dans son bocal, il a plus conscience qu'il est dans l'eau, quoi. Et voilà, c'est un livre qui m'a très court aussi, mais qui m'a bien inspiré, que je conseille euh, également. Je vais te laisser réfléchir quelques instants, le temps de conclure sur ma question à 1 million de dollars. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? Juste le temps, comme à l'accoutumée, bah, de remercier les auditeurs et les auditrices. On a dépassé pour la première fois les 4000 écoutes sur les 30 derniers jours. Donc,
Remercier voilà, l'audience d'être toujours plus nombreux. Merci aussi pour les retours que vous faites régulièrement. C'est un peu mon fuel à moi, le fait de savoir qu'un épisode vous a été utile. Donc, merci pour ceux qui font ça spontanément. Euh, Parlez-en autour de vous. Alors, bien sûr, notez, abonnez-vous, tous les bons réflexes maintenant des réseaux sociaux pour donner de la visibilité. Mais au-delà de tout ça, bah, parlez-en à allez, 3 personnes à votre entourage, si tous ceux qui ont écouté cet épisode le font. C'est le plus grand remerciement que vous pouvez faire pour cette émission autoproduite. Et puis, bah, je vous le rappelle, hein, allez voir le site www.lescapitaines.com parce que j'ai enfin dépassé, j'allais dire, mes peurs personnelles et mon besoin de perfection. Ça fait une quinzaine d'années que je réfléchis à ces sujets-là. Ça fait au moins 4 ans que j'ai l'idée de créer ce kit, ce bilan de motivation en ligne pour retrouver l'enthousiasme et l'énergie. Donc, à l'heure où sera publié cet épisode, il devrait pas tarder à sortir. Donc, allez vous renseigner là-dessus. Et puis, bah, je voulais aussi te remercier une dernière fois, Vincent, pour ton temps et la qualité de ces échanges. On rappelle donc que c'est section-n.com, hein, je dis pas de bêtises. Tout à fait. N comme la lettre, hein, bien sûr, pas le mot. Hein. Et puis, bah, vraiment merci parce que on a parlé de posture et je trouve que voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, personnellement, je trouve que tu as ce bon réglage dans cette envie de transmettre, dans cette affirmation de soi, toujours avec humilité et dans une notion de vérité relative qui m'est chère. Donc, très agréable et j'espère qu'on aura l'occasion d'intervenir de nouveau ensemble et que nos chemins se croiseront de nouveau. Et donc, du coup, je te laisse le mot de la fin sur cette dernière question. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? Pour moi, être capitaine de sa vie, c'est être aligné. Aligné avec ses valeurs, aligné avec sa raison d'être et son but, quel qu'il soit. Donc, c'est vraiment décider en âme et conscience et définir ses objectifs pour atteindre son homéostasie personnelle. Merci Vincent François. Merci Baptiste.